voir ou de vous voir aujourd'hui. Donc, je suis Audrey Groslot, je suis professeure de didactique des sciences et de la technologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est une université canadienne de langue française. Donc, le thème de notre table ronde ce matin, c'est la question de la conceptualisation. Donc, je vous lis d'abord le descriptif de cette table ronde. Gérard Vergniaud disait souvent que le processus de conceptualisation est opportuniste car il utilise toutes les opportunités pour être mis en évidence. Comment peut-on décrire ce processus? Quelles sont les caractéristiques clés permettant aux chercheurs et enseignants de savoir le statut des constructions conceptuelles de chaque sujet? Pour aider à trouver des réponses, cette table ronde présente 3 différents domaines de la recherche en conceptualisation par rapport à la théorie des champs conceptuels, c'est-à-dire les arts, les mathématiques et la physique. Donc, on a 3 présentations ce matin et chacune d'entre elles va porter sur l'une de ces disciplines. Donc, je vous présente d'abord les 3 personnes qui vont présenter leur communication aujourd'hui, puis je leur donnerai la parole. Je me permets de vous dire que nous avons 2 heures devant nous, un petit peu moins de 2 heures, 1 heure 54 minutes. Donc, je vais demander aux personnes qui présentent de présenter en de 20 à 25 minutes, comme c'était prévu. Lorsque ça fera 25 minutes, je me permettrai de vous faire un petit signe et au bout de 30 minutes, je vais devoir vous demander d'arrêter. Donc, idéalement, je vous demande de ne pas vous rendre à 30 minutes pour pas que j'ai à vous demander d'arrêter votre présentation. Donc, la première personne qui présentera aujourd'hui est Andressa Carvalho, donc spécialiste en enseignement des arts visuels en art-thérapie. Elle est chercheuse au groupe de recherche en champs conceptuels, ayant mené des projets de recherche en développement cognitif dans les arts visuels. Actuellement, elle conduit des projets d'émancipation féminine par le moyen des productions artistiques. Donc, Andressa, je vais vous inviter à présenter quand vous serez prête. Je vous donne la parole donc pour 20 à 25 minutes. On vous écoute avec grand intérêt. D'accord. Andressa a eu un petit souci dans la connexion, mais c'était hier soir, on a eu ce type de problème avec elle. Elle a fait une petite vidéo. Je veux me permettre de présenter la vidéo. Très bien. Elle m'a envoyé parce que je crois que c'est plus facile parce que la connexion est très instable. D'accord? Donc, si vous me permettez, je vais faire la présentation. C'est dommage, mais c'est la chose qu'on a essayé de faire. Alors, je vais faire la présentation de vidéo. Si la connexion était rétablie, elle va rejoindre avec nous pour répondre aux questions, pour participer au débat. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Andressa Carvalho et je suis pédagogue, artiste plastique et chercheuse dans le domaine de la théorie des champs conceptuels. Et c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je voudrais remercier l'invitation et j'espère pouvoir partager avec vous tous quelques résultats de mes investigations concernées au domaine de la conceptualisation en art. Et ma première formation, c'était en pédagogie, mais après, j'ai fait une spécialisation en art visuel, enseignement d'art visuel et aussi en art-thérapie. Alors, on commence, on y va. Cette recherche est liée aux investigations qualitatives qui suivent le processus créatif en essayant d'identifier les invariants opératoires utilisés par le sujet pour en réussir les activités de transformation des canettes d'odorant en sculpture.
Est-ce qu'il y a seulement que moi qui ai perdu le son? Pouvez-vous juste me faire signe pour me dire si vous avez perdu le son? Oui, les sons ont été perdus. Oui. Oui, même chose, tout à fait. Très bien. Façon d'organisation de l'activité et ainsi décrit les schèmes des sujets dans ces champs. Alors, notre problème central de recherche était de connaître le déclenchement du processus créatif par rapport à la théorie des champs conceptuels. Pour ce faire, nous avons planifié 12 ateliers avec 4 enseignants brésiliens de l'éducation primaire. Chaque activité durera 2 heures où nous avons pu enseigner les techniques de travail artistique, mais un deuxième proposer des tâches et troisième suivre le processus créatif de chaque sujet. La participation de chaque sujet était volontaire à partir d'un appel à candidature publié sur Internet. Le processus de transformation des boîtes de déodorant en sculpture, technique utilisée dans cet atelier, a été développé par l'artiste brésilien Cristiano Raimundo. Et pour tableau de fond est la discussion sur le développement durable. C'était moi-même la responsable des ateliers. Nous avons commencé par un moment initial de contextualisation du processus, de visualisation des sculptures déjà faites à partir de la technique proposée, de démonstration de la technique et de manipulation des outils pour aboutir enfin à la réalisation individuelle de l'activité. La réalisation de l'activité, depuis du choix de boîte par les sujets jusqu'à la finalisation des sculptures, a été accompagnée pour moi. J'ai fait des enregistrements audio et vidéo qui étaient analysés tout à coup. Pendant toute la durée des activités, j'ai interagi avec le sujet pour que je puisse à la fois les aider dans l'application de la technique que vérifier les objectifs de chacun, les anticipations, les inférences réalisées, les concepts, les relations conceptuelles construites en action pour l'accomplissement de la tâche. L'organisation des activités et l'interprétation des résultats ont été faits en utilisant la théorie des champs conceptuels, où nous essayons d'utiliser l'interprétation construite pour l'auteur au concept de schème, c'est-à-dire la base pour l'action du sujet. Je me permets de parler quelques mots sur la théorie des champs conceptuels. On sait qu'elle a été développée dans le contexte des mathématiques. Pourtant, il y a plusieurs chercheurs qui essayent de l'adapter aux besoins et aux caractéristiques d'autres domaines. Et c'est très nécessaire la théorie pour les arts aussi, dans le domaine des arts. En effet, ce travail peut être placé dans ce type de recherche. Chez Vergniaud, les concepts ne sont pas des choses isolées, mais utiles, culturels, étroitement liés l'un sur les autres. Alors, on peut dire qu'un champ conceptuel est en même temps
un ensemble de concepts liés et un ensemble de situations. Les situations sont des tâches qu'un sujet reconnaît en tant que quelque chose qu'il doit faire en utilisant ses connaissances déjà construites, ainsi que des autres qui sont en train de construction. Ses compétences, son énergie, c'est la raison pour laquelle les situations donnent du sens au concept. Pour bien expliquer l'interaction entre les sujets et les objets, Vergniaud élargit le concept piagétien des schèmes. Chez lui, ce sont 4 les composants d'un schème dont les invariantes opératoires et les invariantes opératoires sont la base épistémique. Je crois que la meilleure façon d'accéder à chaque schème d'un sujet est faite par l'identification des invariantes opératoires qui lui sont liées. Pour ce faire, il nous faut proposer des activités provoquant les sujets pour qu'ils puissent faire face aux situations. La recherche que je vous présente est organisée à partir de ces idées. Pour aller plus loin, je dois vous expliquer la technique artistique utilisée ainsi que les tâches proposées au sujet de la recherche. Vous pouvez avoir plus de détails en rejoignant la chaîne YouTube Verde Novo, et j'ai oublié le nom, OB. D'abord, il faut prendre une canette de déodorant vide en la découpant en aubes. Après, on doit ouvrir la canette. Maintenant, il est nécessaire de couper des petites tiges le long de la largeur de la canette. En utilisant une petite pince, nous devons tordre chaque tige. Et enfin, on organise chaque 3 tiges en faisant les pétales ainsi que les mis de la fleur. Voilà la tâche du sujet de recherche, construire sa propre fleur. Au cours de la réalisation des ateliers, j'ai eu l'occasion de comprendre les schèmes utilisés par les participants du projet pour la réalisation d'objets artistiques. Ce projet a été pensé à partir d'une proposition de réflexion sur les processus créatifs de chaque personne qui ne sont pas des artistes dans le contexte du thème du développement durable. J'ai cherché l'implication personnelle des participants, soit en moment individuel, soit en groupe, en recherchant des aspects tels que les prises de parole, les gestes et les attitudes qui pourraient nous donner des indices sur les processus créatifs développés dans la construction des sculptures de fleurs. C'est très important de dire ici pour la phrase de Gérard. Et la pensée est un geste. Mais c'est magnifique de penser sur ça quand nous sommes en train de faire une recherche dans le domaine des arts.
Et les participants ont concentré leur rapport sur la conscience présente, la réutilisation des matériaux, le regard différent sur ces matériaux comme éléments déclencheurs du processus créatif. La richesse du processus de transformation dans ses aspects sociaux, psychologiques et éducatifs et dans le pouvoir esthétique de la sculpture présentée comme la tâche. Ensuite, je vais vous présenter les résultats de mon analyse concernant un des sujets de recherche. Maria, on appelle Maria pour faire la construction, mais et en ayant la canette déjà coupée en tiges pour confectionner sa fleur, Maria d'abord utilisait les mains pour essayer de tordre les tiges. Bien qu'il y ait l'indication d'utilisation de la pince avec mince pour réaliser ce type de tâche. Elle a découvert qu'il y avait des difficultés à accomplir la tâche avec ses mains et a abouti à prendre la pince. Elle a indiqué qu'elle voudrait que la partie dorée de la canette reste en évidence. Et alors, elle a encore plus tordu les tiges en recherchant un tel effet. À ce moment-là, je peux voir un mouvement des mains de Maria, comme si nous étions en train d'accompagner une personne en faisant ses propres ongles, coupant ses cuticules. Ce mouvement a été rapporté par Maria, indiquant qu'elle a utilisé l'outil, la pince, comme si elle avait, à ce moment-là, une pince à faire les ongles. Il fut ainsi possible de percevoir l'utilisation du schème de faire des ongles de Maria de la même manière décrite par Vergniaud, c'est-à-dire la base fondamentale de l'action des sujets dont l'activation est réalisée par la rencontre entre les sujets et les situations. Maria a fait référence au schéma développé précédemment dans sa vie quotidienne, lesquels utilisés pour faire ses ongles. Il est possible de concevoir que la nouvelle tâche est réaliser les torsions sur les tiges d'aluminium a suscité en Maria l'utilisation d'un schème normalement utilisé dans une situation qui a également besoin de l'utilisation d'un outil similaire, la pince. Cependant, les deux situations conservent des différences entre elles, ce qui a exigé de Maria un effort pour adapter son schème pour faire des ongles, ce qui a élargi ses possibilités d'action. En ce sens, la fleur qu'elle a produite révèle cette tentative d'adaptation du schème à la situation qui n'était pas tout à fait compatible avec sa façon d'organiser l'activité. Il est possible de remarquer que le mouvement des tiges des fleurs, c'est-à-dire les spiralées, ne correspondait pas au modèle présenté et présente un mouvement
plus circulaire, comme celui qui accompagne les mains pour enlever la cuticule des ongles. Ainsi, les tiges ont pris un aspect plus circulaire que espiralé sur leur axe. Maria réalisa que ces mouvements, tout en contrastant le fond doré avec la couleur à l'extérieur de la canette, ne pouvaient pas mener au modèle initial qu'elle avait prévu. À ce moment-là, elle s'engagea à réaliser une copie du modèle de l'artiste et reconnaît l'originalité de son travail en affirmant ma fleur, mes règles. Elle décida alors de terminer la fleur à l'aide de ses mains, en essayant d'éviter que les mouvements circulaires aboutissent au mi de la fleur, c'est-à-dire en recherchant une fluidité de tige pour la confection des pétales. Ainsi, les tiges devraient être plus libres pour permettre leur union dans la formation des pétales. Maria ne parvint pas à obtenir cette fluidité car ces mouvements étaient toujours très circulaires et elle dit alors: la fleur est sortie différente de ce que j'avais prévu. Je ne vais pas rouler jusqu'à la fin de la tige à la prochaine fois. Maria ne se rendait pas compte que son projet de faire des ongles était à la base de son mouvement pour faire la fleur et utilisait la pince à bec mince d'une manière très similaire à ce qu'elle faisait avec une pince à ongles. La fleur faite par Maria était très différente de celle du modèle de l'artiste, étant confectionnée avec l'utilisation récurrente de la technique de tondre, ce qui a apporté beaucoup de difficultés pour qu'elle arrive au résultat souhaité. Dans ce processus, Maria avait peu d'habilité à utiliser les ciseaux pour couper la canette. D'ailleurs, elle utilisa une force excessive pour travailler avec l'aluminium. Mais je vous remercie et à la prochaine. Donc, je vous remercie. C'était une très belle présentation. Je suis ravie qu'on ait pu la voir, même si notre collègue Andressa n'a pas pu se joindre à nous pour le moment. Je vais juste voir si elle est avec nous. Gabrielle, est-ce qu'elle a pu se joindre à nous ou pas pour le moment? Non. Pas pour le moment, très bien. Donc, je me permets de faire quelques petits commentaires, puis on pourra garder des questions, bien sûr, pour la fin. Je garde en tête la phrase « La pensée est un geste ». Moi, je suis didacticienne des sciences et de la technologie, et dans le volet technologie et dans le volet sciences aussi, on a les mêmes préoccupations et le même intérêt qui revient. La question de l'utilisation des outils de la vie quotidienne, mais aussi le regard sur les matériaux, sur les aspects sociaux liés entre les arts et la vie quotidienne, en fait, les aspects sociaux de l'enseignement et de l'apprentissage des arts. Donc, ce sont des éléments fort pertinents que je garde en tête et dont on pourra, je l'espère, discuter avec l'autrice de la communication à la fin de notre table ronde. Je serais prête à passer à notre deuxième communication. Donc, c'est celle de Viridiana Rezende. Donc, elle est docteure par le programme de 3e cycle en éducation aux sciences et aux mathématiques
PCM de l'Université d'État de Maringa avec un stage de doctorat à l'Université Charles de Gaulle, Lille 3 en France, en 2013. Elle est diplômée et elle a une maîtrise en mathématiques de l'Université d'État de Maringa. Elle fait partie du corps enseignant du programme de 3e cycle en éducation, je m'excuse, en éducation mathématique, voilà, de l'Université d'État de Paraná et du corps enseignant du programme de 3e cycle en éducation aux sciences et à l'éducation aux mathématiques de l'Université de l'Ouest du Paraná. Elle est chef du groupe d'études et de recherche en didactique des mathématiques, membre du comité de rédaction de la revue et elle a été coordonnatrice du PRP-GEM au cours de la période allant de décembre 2018 à octobre 2019. Elle a occupé plusieurs autres fonctions de coordonnatrice, de secrétaire de gestion et ainsi de suite. Donc, on vous écoute avec grand intérêt. Merci beaucoup, Audrey. Je vais partager l'écran. Voilà. Donc, on voit Ça va bien? Oui, changer de diapo juste pour voir si ça fonctionne aussi. Voilà, ça va? Pour l'instant, on voit, mais on ne voit pas si vous changez de diapo. Ah c'est ouais, meilleur? ouais. Exact, oui, là, on voyait. Donc, on vous laisse retourner et on va pouvoir regarder. Mais ça marche bien maintenant? On voit l'écran, mais pas l'écran, pas en plein écran. Il faut mettre dans le mode de présentation. D'accord, je vais essayer. Juste une minute. J'ai arrêté le... Prenez quelques minutes, là, c'est pas... J'ai fermé l'archive. Je crois pas. C'est juste partager D'accord, ça va. la touche en vert. Ça va bien? Non, pas du tout. Non? Bien, je ne sais pas, parce que C'est pour moi, juste- c'est l'écran. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Gabriel, est-ce que tu avais la Pour présentation? moi, vais c'est le essayer mode à présentation. Faut faire, dans le fond, c'est parce que vous n'avez pas partagé l'écran, je pense. Faites partager l'écran et ensuite... Désolée. Non, il n'y a pas de problème. Tu veux m'envoyer la présentation, Vélidiane? Oui. Je fais la présentation D'accord. de mon ordinateur. Voilà, je t'ai envoyé, Gabriel. C'est juste 5 minutes. Bien. La présentation vient par Muse. Hein. Ça va fonctionner, on a le temps et on va y arriver, là, ça va fonctionner. J'ai déjà reçu, je veux faire le download. Très bien. Juste 1 minute. Voilà, mais je peux parler quelque chose. Ouais. D'abord, je vous écoute. Voilà. D'abord, je voudrais remercier l'organisation du colloque pour l'invitation pour moi à participer de cette table ronde. Pour moi, c'est un grand plaisir.
Je voudrais aussi dire que je ne parle pas très bien français, mais j'espère que vous pouvez me comprendre. J'attendrai Gabriel partager. Oui, oui, oui. Vous voyez l'écran? On voit un fichier Word, Gabriel, mais on ne voit pas D'accord. le PowerPoint. C'est bien. Mais je parlerai sur la conceptualisation en mathématiques. En particulier, ma présentation, c'est sur les concepts de fonctions affines. C'est un concept mathématique très important pour les étudiants, pour notre vie quotidienne. La recherche que je vous présente dans cette table ronde C'est encore le c'est fichier Word, sur... Gabriel. Il y a Oui. quelques... Bien, voilà, je vais attendre. Vous voyez l'écran, Viridiana? Non, non, non. On voit, Gabriel, c'est un fichier Word, table ronde 4 intervenants. Gabriel, excusez-moi, mais il y a un autre document sur l'écran que nous voyons maintenant. Et peut-être Viridiana, elle avait sa présentation, même pas avec le plein écran, mais elle peut le faire. J'ai bien vu les choses qu'elle avait. Moi aussi. Viridiana, Moi aussi. toi, la présentation. Oui. Doucement, Viridiana, est-ce que vous accepteriez de réessayer de partager votre écran comme vous l'avez fait tout à l'heure? Oui, D'accord. c'est ça. Il faut D'accord. juste appuyer. Il faut juste On appuyer. voyait presque, et on voyait bien Viridiana, ça arrive. D'accord. D'accord. Ça va. Voilà. Très bien, on Voilà. voit. On va vous Oui. laisser. Désolée. Très Non, bien. non, il n'y a pas de problème. Donc, on vous J'ai laisse plusieurs présenter. des effets aux C'est bien comme ça. slides. C'est comme vous le souhaitez. Mais, Très bien. d'accord. Oui, très Désolée. bien. Bien. Les recherches que je vous présente sont des résultats de certaines recherches développées par les groupes d'études et de recherche en didactique des mathématiques, GPDMA, qui s'est lidéré pour moi et deux collègues, Clélia et Rosinaldo. En particulier, je vous présente des possibilités de classes et de problèmes mixtes associés à la fonction affine, aux schèmes et aux invariants opératoires manifestés par les élèves âgés de 10, 11 ans do quinto ano dos anos iniciais au Brésil, que c'est équivalent à l'école élémentaire en France. Je présente très, très brièvement quelques principes de la TCC qui soutiennent nos recherches. Bien, l'apprentissage d'un concept se fait au cours du processus scolaire à partir des situations vécues par l'élève. Différentes situations liées à un concept permettent aux élèves de développer de nouveaux schèmes au cours du processus scolaire. L'étude d'un concept fait appel à d'autres concepts, théorèmes, propriétés,
symboles, situations interconnectées dans les champs conceptuels. Bien, de façon très brève aussi, la fonction affine, c'est un concept mathématique. Et dans les systèmes éducatifs brésiliens, ce concept doit être officiellement étudié au nono ano do ensino fundamental, c'est équivalent à 3e en France, et no ensino médio, c'est équivalent au lycée. Mais plusieurs recherches montrent les difficultés des élèves à différents niveaux d'enseignement à comprendre les concepts des fonctions. Et nous basant sur Vergniaud, nous supposons que par la conceptualisation de la fonction affine aux élèves au cours du parcours scolaire, il est nécessaire de proposer de différentes situations qui permettent l'élaboration de nouveaux schèmes et invariants opératoires associés à des idées de fonction affine depuis les anos iniciais, l'école élémentaire. Bien. Ça ouvre, dans la ouvre l'enfant, la mathématique et la réalité de Gérard Vergniaud, traduit par les Portugais en 2009 pour Maria Lúcia Mouro. Vergniaud présente que les problèmes mixtes sont des situations qui impliquent au moins une fois l'opération d'addition ou soustraction et au moins une fois l'opération de multiplication ou de division. Bien, mais si on observe la représentation algébrique de la fonction affine, on regarde qu'il y a une partie multiplicative, f de x égale à x, c'est la partie ax, la partie multiplicative, plus b, la partie additive. Bien, voilà. La représentation algébrique de la fonction affine nous permettrait d'observer une interconnexion, je pense que je peux dire comme ça, entre les champs conceptuels additifs et les champs conceptuels multiplicatifs. Donc, on observe que les situations problèmes avec un contexte de fonction affine peut être associé à des problèmes mixtes selon la définition de Gérard Vergniaud. Bien. Pour les champs conceptuels additifs et multiplicatifs, Vergniaud nous présente très bien défini des relations de base additives, 6 relations additives pour les problèmes des champs conceptuels additifs, et on peut observer aussi 5 relations du champ conceptuel multiplicatif pour les classes de problèmes multiplicatifs. Donc, on peut observer qu'il existe au moins
grandes possibilités de classes de problèmes mixtes. Uma recherche réalisée par Miranda, une étudiante de master coordonnée pour moi, elle a analysé des manuels scolaires de 3e, 9e ano no Brasil e 2ª, primeira série do ensino médio au Brasil. La classe de problèmes mixtes associés à la fonction affine, les plus évidents dans les manuels scolaires analysés, c'est la classe de proportion simple et composition de mesures. Autre étudiante de master, Carla Rodrigues, a analysé des manuels scolaires de l'école élémentaire, anos iniciais au Brésil. L'analyse montre que la classe de problèmes mixtes les plus évidents au manuel de l'école élémentaire, c'est la même classe présente dans les manuels de 3e et 2ª. C'est la classe proportion simple et composition de mesures. Avec ça, donc, on observe qu'il y a peu variation dans les classes des problèmes mixtes au manuel scolaire brésilien analysé. Au contraire, ou contrairement, qu'en défendant, une fois que, selon Gérard Vergniaud, c'est très important la variation de la classe de situation par la compréhension d'un concept par le sujet. Avec ces résultats, on a développé le groupe de recherche en didactique des mathématiques, GPDMA, a développé plusieurs de recherches. Je vous présente une recherche développée par Karina Desilio, étudiante de master, coordonnée pour moi aussi. Je vous présente une petite partie de sa recherche, où l'objectif de la recherche a été analysé des invariants opératoires associés au concept de fonction affine, mobilisés par les étudiants, par les élèves do 5º ano, dans la résolution des problèmes mixtes du type proportion simple et composition de mesures. 3 élèves do 5º ano, âgés de 10-11 ans, à résoudre ces problèmes mixtes. On a fait une variation dans ces classes de problèmes mixtes parce qu'il y a sous-classes de sa classe proportion simple et composition de mesures. Et Karina a analysé des schèmes et des invariants opératoires associés aux notions de la fonction affine. Je vais lire les situations problèmes, c'est un peu grand, mais je pense que c'est important. Dans un parc d'attractions, il y a plusieurs manèges. Les prix du billet pour chaque juillet coûtent 4 réels et l'entrée au parc coûte 5 réels. Les dépenses totales au parc comprenaient
les montants payés par les billets et les droits d'entrée. Avec ces informations, répondez. Pedro est rentré dans le parc et il a acheté 7 billets. Quelle est la dépense totale de Pedro? E se Pedro rentrait dans le parc et achetait 12 billets, quelle serait la dépense totale? Une fois que Pedro est rentré dans le parc, como pouvons-nous calculer ces dépenses totales pour n'importe quel nombre de billets achetés? Ici, je vous présente le schéma de problèmes mixtes. On a construit com base au schéma de problèmes mixtes présenté par Vergniaud dans Se ouvre l'enfant, la mathématique et la réalité avec quelques adaptations en référence au concept de fonction affine, concernant le concept de fonction affine. On observe que il y a une partie multiplicative de proportions simples. Pour un billet, nous avons le prix de 4 réels. Pour 7 billets, nous avons le prix, c'est 28 réels. Et après, on doit ajouter les deux parties, 28 plus 5, c'est le valeur d'entrée, pour obtenir le total. Donc, un problème une tâche, on peut dire, de composition de mesures, et le problème peut être classé comme un problème mixte de type proportion simple et composition de mesures. Pour chaque problème qu'on analyse, il y a des problèmes très, très complexes, avec beaucoup de complexité quand on analyse des problèmes des lycées, par exemple, des problèmes mixtes au lycée associés à la fonction affine. Ici, c'est un problème très élémentaire parce qu'il peut être résolu par des élèves dos anos iniciais de l'école élémentaire. Bon? Pour chaque problème, on essaie de présenter ce schéma pour garantir la classification de chaque problème. Je vous présente le schéma des élèves. C'est dommage parce que meus slides, ma présentation, il y a beaucoup des effets. Ici, je ne pense pas que vous ne pouvez pas regarder. Désolée. Bien. On observe le schéma des élèves. Ils ont fait par la première question. Pedro est rentré dans le parc, il a acheté 7 billets. C'est la dépense totale. Les élèves font 4 fois 6 plus 5 pour trouver le total. Et après, pour la question, pour la deuxième question, 4 fois 12, c'est la quantité de billets, plus 5. Donc, la dépense totale est égale. La quantité de billets, on peut varier la quantité de billets, c'est 4, c'est 12. Après, les élèves font fois 4 plus 5. On observe alors des idées de fonctions présentes
dans le schéma des élèves sont les idées de variable, dépendance, régularité et proportionnalité. Pour la troisième question, une fois que Pedro est rentré dans le parc, comment pouvons-nous calculer ses dépenses totales pour n'importe quel nombre de billets achetés? Bien. L'élève, au schéma, en langage naturel, dit que vous devez multiplier les prix du billet par les montants achetés et ajouter les prix du billet. On observe alors l'idée de généralisation présente, même que implicitement, l'idée de généralisation manifestée en langage naturel et aussi la idée de modélisation et même l'idée de modélisation de la fonction affine est présente, même qu'implicitement, au schéma des élèves. On observe des invariants opératoires manifestés au schéma des élèves. Par exemple, le théorème Ignac associé à l'idée de proportionnalité et de fonctions linéaires, et c'est un cas particulier de la fonction affine. Un théorème Ignac associé à l'idée de la modélisation de la fonction affine. Et des concepts Ignac associés au concept de fonction, comme la dépendance, variable, régularité, proportionnalité, taux, généralisation. En conclusion, les situations de fonction affine sont susceptibles d'être associées à des problèmes mixtes impliquant des opérations du champ conceptuel additif et du champ conceptuel multiplicatif. Ils sont susceptibles d'être classés au titre de la TCC. Nous défendons que des problèmes mixtes et leurs différentes classifications soient proposés aux élèves depuis les années initiales. Depuis l'école élémentaire, c'est possible que les élèves résolvent ce type de problème. Ainsi, au parcours du processus scolaire, des idées de fonction affines peuvent être appropriées par les élèves pour être institutionnalisées no 9º ano, 3e et ensino médio, lycée. Nos recherches sont en cours, il nous reste encore un long parcours. Mais, avec le GPDIMA, nous envisageons d'établir une classification pour les situations de fonction affine qui permettent aux étudiants de construire de nouveaux schémas et de conceptualiser la fonction affine au cours du parcours scolaire. Quelques références. Merci. Je vous remercie de votre présentation fort pertinente et je dirais même fascinante autour des fonctions affines. On a pu voir
on est dans un domaine complètement différent de la présentation précédente, mais on a pu voir d'autres sortes de schèmes qui apparaissent. Et ce qui m'intéresse particulièrement comme prof de sciences, c'est aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsqu'on enseigne la physique en particulier, on enseigne souvent aussi ces fonctions-là. On les utilise et on se retrouve à devoir les enseigner. Et lorsqu'on n'est pas didacticienne des maths, tous ces aspects-là dont vous nous avez parlé, on ne les voit pas tant que ça et ça permet une présentation comme la vôtre nous permet de mettre en évidence tout ce que nos élèves ont en tête alors qu'ils tentent de résoudre de tels problèmes, qu'ils tentent de commencer à formaliser leur réflexion autour des fonctions. Je suis ravie aussi de voir que dès l'école primaire, on commence à réfléchir à de telles fonctions. Je comprends qu'on ne les formalise pas directement sous la forme d'une équation, hein, comme vous l'avez bien dit, ça va plus vers la 9e année ou vers le lycée. Mais je suis ravie de voir qu'on commence à introduire les réflexions autour de ces fonctions-là dès l'école primaire. Je nous propose de garder les questions pour la fin. Donc, je passerai à une 3e présentation et on vous revient pour la suite pour les questions. Les personnes dans l'auditoire, vous pouvez dès maintenant commencer à réfléchir à vos questions. On aura le temps d'en prendre plusieurs après notre 3e présentation. Donc, notre 3e présentation est celle de Gabriel Carvalho, qui est licencié en sciences physiques, qui a maîtrise en éducation, il y a un doctorat en éducation aussi, avec un stage de recherche aux archives Jean Piaget à l'Université de Genève. Il est professeur à l'Institut fédéral de Minas Gerais et il est coordonnateur du GRUPEEC, le groupe de recherche dans les champs conceptuels, où, avec ses collègues, il développe plusieurs projets de recherche en utilisant la théorie des champs conceptuels de Gérard Vergniaud. En outre, il est le coordinateur brésilien du mouvement contre la constante macabre, dirigé par le professeur André Antibi. Il a de l'expérience dans le domaine de l'éducation. Il met l'accent sur la conceptualisation et mène des recherches sur les champs conceptuels, sur le développement cognitif, sur l'enseignement de la physique et sur l'évaluation des apprentissages. Donc, on a eu une présentation autour des arts, on en a eu une autour des mathématiques et la prochaine sera autour de la physique. Donc, Gabriel, nous t'écoutons avec grand intérêt. Merci Audrey, merci, bonjour à tous et à toutes, une nouvelle fois. Je vais présenter une partie des résultats d'une recherche qu'on est en train de conduire. Il s'agit d'une recherche à très long terme. On a déjà fait des recherches avec des élèves de 4-5 ans. Je vais présenter les résultats des élèves de 8-10 ans environ. On a fait ici au Brésil et aussi en Portugal. Je vais présenter un mélange de résultats, les choses qui sont pareilles entre les élèves brésiliens et portugais. Je vais partager mon écran, c'est juste une minute. Je ne sais pas si vous voyez. On voit le fond de ton écran et là, l'image s'en vient. On voit conceptualisation en physique et ça semble bien aller. Voilà, c'est ça. Alors, je vais commencer. Cette recherche a été placée, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le domaine de la conceptualisation physique, en particulier pour la conception les concepts de couleurs, ombre, la formation des couleurs, le mélange entre les couleurs. Donc, on a beaucoup de gens qui participent de cette recherche. André Carvalho, qui a donné la première prise de parole, en tant qu'artiste, elle participe de ces groupes, de cette recherche. Il y a 3 étudiantes, moi, plusieurs des autres chercheurs dans la conduction. Mes collègues de Portugal aussi. Donc, on a beaucoup de gens en faisant partie de cette recherche. Je commence par une citation que Gérard Vergniaud beaucoup parlé pendant ces conférences. Il s'agit d'une citation de Jean Piaget du livre Biologie et connaissances
la connaissance et adaptation, juste pour dire que chez Vergniaud, les schèmes du sujet s'adaptent aux situations. Ça veut dire que ce sont les formes d'organisation de l'activité, elles sont modifiées dans la rencontre avec des situations nouvelles. Ça veut dire que c'est comme disait Gérard Vergniaud, la conceptualisation, elle est très opportuniste. Ça veut dire elle utilise toutes les situations, toutes les opportunités pour que la conceptualisation peut être mettre en place. Alors, je crois que le premier acte de médiation, soit de l'enseignant, soit de le chercheur, c'est le choix des situations à proposer aux élèves. Et quand je dis situation, je dis ce sont les tâches, mais ce n'est pas tout à fait toutes les tâches. Ce sont les tâches que chaque sujet reconnu entend une chose qu'il doit donner de l'énergie, qu'il doit utiliser une partie de ce temps pour essayer de résoudre. Ce sont des choses à faire par rapport à un sujet. Gérard Vergniaud dit toujours qu'il n'y a pas de concept sans situation. De la même forme, il n'y a pas de situation sans concept. Il y a une relation très forte. Ils sont très étroitement liés l'un sur l'autre. Comme hier, beaucoup de gens ont déjà dit, les concepts, ils sont formés, ils sont composés par les situations, les représentations, les invariantes opératoires. Donc, je crois qu'on peut utiliser que les concepts sont les outils culturels. Ils sont placés, ils sont disponibilisés par la culture. Chaque sujet qui est immergé dans cette culture, il peut utiliser les concepts, une partie d'un concept pour essayer de résoudre des situations. Comme j'ai dit, sur le schème, on sait que le schème est par Gérard Vergniaud une organisation variante de l'activité, et c'est très bien de dire que ce n'est pas l'activité qui est invariante, c'est l'organisation pour l'activité qui est invariante. Et sont quatre les composants. Maria Rita a beaucoup parlé hier sur les composants, elle a dit sur les buts, les règles d'action, les invariantes opératoires, les possibilités d'inférence, les invariantes opératoires qui font partie aussi des concepts, aussi de schèmes. On dit que sont le concept en acte, ça veut dire les concepts qui sont tenus comme pertinents pour la situation. Et les théorèmes en acte, les théorèmes en acte sont les théorèmes sont relations conceptuelles qui sont tenues par vrai par le sujet. Donc, quand un sujet il est devant une situation, il faut tout à fait utiliser ses connaissances déjà construites, des autres connaissances qui sont en train de construire. Et le sujet utilise ces deux types de concepts qui sont déjà établis dans son système cognitif et les autres qui sont en train de construire pour essayer de résoudre. Donc, la résolution des tâches est tout à fait une activité de conceptualisation. Dans notre groupe de recherche, on utilise cette unité d'analyse que je voudrais vous présenter à ce moment. On dit que l'entrée dans le schème d'un sujet, l'identification des schèmes d'un sujet peut être faite par rapport à l'identification des invariantes opératoires. Ils sont tout à fait, à mon avis, la liaison qu'on peut établir entre les concepts et les schèmes. Ça veut dire que chez nous, les concepts, ils font partie d'un domaine plus culturel. Les schèmes font partie d'un domaine plus subjectif. C'est vrai qu'il n'y a pas
des frontières entre ces deux domaines parce que les sujets sont tout à fait, ils font partie de la culture, ils construisent et modifient la culture. Et la culture est d'une certaine façon dans chaque sujet. Mais on fait ce type de séparation, c'est juste pour une question méthodologique, pour essayer de trouver quels sont les schèmes utilisés dans chaque domaine, dans chaque classe des situations de l'apprentissage en physique, de la conceptualisation en physique. Donc, on cherche d'abord d'identifier quelles sont les invariantes opératoires utilisées par les sujets quand ils sont en face d'un problème à résoudre. Et après, par rapport à l'identification à ces théorèmes, un acte, ces concepts, un acte, on essaye de décrire les schèmes de chaque sujet. Donc, toutes nos recherches sont faites à ce moment dans un domaine que je peux dire micro-structurel par l'identification des invariantes opératoires. Dans un domaine plus large, on pourrait essayer de décrire les schèmes et pour un domaine aussi plus large, on peut essayer de décrire un champ conceptuel. Nous sommes à ce moment dans une recherche longitudinale en essayant de décrire, d'inférer, de décrire, de comprendre le fonctionnement des invariantes opératoires par rapport à la construction des concepts de couleur, d'ombre, etc. Nous avons encore un très large chemin pour pouvoir décrire toutes les choses pendant tous les âges. Je vous donne l'exemple exactement de la composition des couleurs. Je vais décrire notre méthodologie de recherche, notre protocole, pour qu'on puisse présenter quelques conclusions et faire la comparaison entre la recherche des élèves de 8-10 ans et aussi les élèves de 4-5 ans. Dans cette recherche, on a cherché environ 63 enfants âgés de 8 à 10 ans. Ce sont 4 salles de cours de la 4e année de l'enseignement fondamental au Brésil. Notre collègue au Portugal ont fait une chose très, très, très pareille. Elles ont cherché 5 salles de cours, aussi des élèves entre 8 et 10 ans. Ça fait 75 élèves de cet âge. Nous avons utilisé 16 séances de recherche de 50 minutes chacun, correspondant le temps de chaque horaire scolaire au Brésil. On utilisait les temps scolaires, même les cours de sciences de la nature. On utilisait pour conduire la recherche, donc on est allé dans la salle de cours, on utilisait tout le matériel, les espaces de l'école elle-même pour qu'on puisse conduire la recherche. Nous avons un but très général qui c'est de décrire l'évolution temporale des invariantes opératoires, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, utilisées par les sujets dans le processus de développement des concepts de couleur et d'ombre. C'est notre but général pour la recherche longitudinale. Et pour cette recherche, bien sûr, on veut aussi faire la description, mais dans un instant plus particulier du développement cognitif des élèves, ça veut dire des élèves de 8-10 ans. Je crois qu'il y a un microphone ouvert. J'attends, je vais essayer de le couper. Non. Je vais couper le microphone qui est ouvert pour qu'on puisse se retourner. D'accord. Bon, notre méthodologie a utilisé un projecteur LED de 18 sources lumineuses. Ce sont 6 rouges, 6 bleus, 6 verts.
Je peux allumer seulement le rouge, seulement le bleu, seulement le vert. Je peux allumer aussi un ensemble de 2 couleurs, ou je peux allumer, bien sûr, toutes les couleurs ensemble. Donc, on commence par une conversation avec les élèves en disant sur les couleurs, quelles sont les couleurs qu'ils aiment, quelles sont les couleurs qu'ils n'aiment pas. On dit quelque chose pour commencer à proposer les activités. On présente aussi les disques de Newton avec les couleurs. On demande que les élèves font un disque de Newton propre. Donc, il y a tout à fait une période très large pour qu'on puisse commencer à conduire la recherche elle-même. Je veux dire, à cause du temps, seulement la méthodologie de la recherche elle-même. Alors, on commence pour faire la projection seulement de la lumière rouge sur le mur blanc. On met la main entre le projecteur et le mur pour produire des ombres. Donc, on demande aux élèves d'où vient cette ombre. Pourquoi cette ombre est noire? Pourquoi autour de l'ombre reste rouge? On fait la discussion avec la classe, etc. Après, on ajoute le rouge, le vert, par exemple. On fait la même chose. On met la main entre la source lumineuse et le mur. On fait la demande parce qu'à ce moment, on va voir des ombres qui sont colorées. Et c'est étonnant pour les étudiants de voir ça. Et à la fin, on ajoute les 3 couleurs, ça faisant le blanc sur le mur. Le mélange entre les 3 lumières, rouge, vert et bleu, ça donne la couleur blanc sur le mur qui est blanc aussi. Mais quand on met la main entre la source et le mur, on peut voir sur la photo, on veut des ombres qui sont jaunes, qui sont rouges, qui sont magenta, cyano, etc. Plusieurs couleurs. Et les élèves sont... ça étonne les élèves. Il y a une surprise très forte quand on peut voir ça. Et donc, on commence la provocation. Comment tu peux expliquer les couleurs? Si la source n'est pas jaune, d'où vient le jaune qui est sur le mur? Ce type de prise de parole, ce type de conversation, de discussion avec les élèves est très intéressant pour qu'on puisse comprendre mieux quels sont les concepts, quelles sont les propositions qu'ils font pendant l'action. C'est pour nous une étape très importante de la recherche. Enfin, on donne 3 crayons couleur et une feuille blanche à chaque élève. Et la tâche qu'on donne aux élèves, c'est reproduire sur la feuille les choses qu'ils peuvent voir sur le mur. Ça veut dire on fait la projection des 3 couleurs, bleu, vert et rouge, ensemble, ça donne la couleur blanche. Et on demande aux élèves de reproduire ce mélange dans la feuille. Mais ce sont des 2 phénomènes très différents. Quand on fait la superposition de crayons couleur rouge, bleu, vert, le plus qu'on met de couleurs, le plus foncé va devenir le dessin. Donc, le résultat sur la feuille est justement exactement le contraire de la projection. Et nous avons donc posé la question centrale pour notre recherche. Quelle est la raison de la différence entre les 2 situations?
Les élèves commencent à parler, on donne la parole, on discute, on pose de nouvelles questions pendant qu'ils font, c'est très important, ils font des hypothèses et on laisse l'espace pour qu'ils puissent voir si l'hypothèse est tout à fait vraie. Parce que quand il fait des hypothèses, il utilise un schème, il utilise la possibilité des inférences, les conclusions. Il construit alors les théorèmes en actes. Je vous donne quelques exemples de dessins que nos élèves, nos sujets de recherche ont fait. Ici, cet élève, il a commencé à faire l'utilisation de crayons couleur. Après, quand il a vu que le résultat est plus foncé, c'est marron, c'est presque noir ici, il a commencé à colorier avec moins de force. La même chose ici. Il va de plus en plus utiliser moins de force parce qu'il pense que le plus fort qu'il fait l'utilisation de crayons, le plus fort, le plus foncé. Donc, il fait les essais et après, il fait une hypothèse très intéressante. Il dit, ici, on utilise un stylo feutre. Qu'est-ce que va donner? On a laissé, tu peux utiliser. Il a essayé de faire en utilisant le crayon feutre, ça ne donne pas le blanc. Il a essayé avec cet élève, c'est un autre élève, il a fait ce premier dessin. Après, il a changé l'ordre de l'utilisation des crayons. Ici, il a commencé par le bleu, après il a ajouté le vert, après il a ajouté le rouge. Ici, il a commencé par le rouge, ici, il a commencé par le vert. Donc, il a essayé de changer l'ordre en essayant de penser que peut-être, l'hypothèse, c'est peut-être que l'ordre, c'est important pour donner le résultat final blanc. Ici, c'est la même chose. L'élève a essayé de colorier plus fort avec une douceur. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est le dessin initial. Il a commencé à essayer avec plusieurs ordres. Et on a pris tous les dessins pour faire l'analyse. Ces numéros et la date et la salle et chaque élève a été identifié par un ensemble de numéros, de chiffres, pour qu'on puisse faire l'identification de la production et de quels sont les invariants opératoires utilisés. Et il y a deux choses que nous avons découvert, que nous avons comprendre, que c'est tout à fait la même chose pour les enfants de 4-5 ans dans la première recherche. Un élève a dit, la lumière, le résultat est différent parce que la lumière est plus forte que les crayons couleurs. Il y a des autres gens qui disent dans le même sens que la lumière, elle est plus claire. La source lumineuse, elle est branchée dans une prise dont il y a de l'électricité, il y a plus d'énergie, et donc ça devient blanc. Mais les crayons couleur, il n'a pas d'énergie, il n'est pas tout à fait très fort. Et donc, pour la conclusion de cette recherche, la différence entre les deux situations, soit ça veut dire la projection de la lumière blanche, le dessin sur la feuille blanche, est expliquée par une propriété, soit du projecteur, notamment sa clarté, ça veut dire son énergie, son puissance, etc. Et on
peut identifier un théorème en acte qui dit que les couleurs sont de différentes intensités, soit de clarté, d'obscurité, etc. Donc, les objets, ils ont une propriété d'être plus clairs, plus foncés, etc. Et le plus d'énergie qu'on utilise, le plus clair qu'on peut devenir, on peut produire sur une surface. Mais on peut expliquer aussi par une propriété des crayons couleurs, notamment sa capacité de cacher les autres couleurs. C'est étonnant, c'est très intéressant ça, parce que beaucoup d'élèves ont fait une comparaison entre les choses que j'avais fait, de placer ma main entre le projecteur et le mur. Quand je fais ça, ma main, d'une certaine manière, elle cache certains rayons lumière, elle cache, et à cause de ça, le mur devient noir. Donc, ils ont fait la comparaison en disant que quand je fais l'utilisation de crayons couleur, je vais mettre la première couleur, le vert par exemple. Quand je mets la deuxième, cette deuxième couleur, elle peut cacher les autres. Et donc, le plus que je cache la lumière, le plus foncé devient le dessin. C'est étonnant parce que pour les élèves de 4-5 ans, bien sûr, bien entendu, par rapport à ses capacités de dire, ses capacités de dessiner, ses capacités de dire les choses, on a trouvé la même chose. On a trouvé la même chose que c'est pour nous le début de la construction d'un concept très, très complexe, celui de l'absorption. L'explication en physique, c'est ça. Quand on ajoute une couleur, les autres, l'autre, chaque couleur peut faire l'absorption d'une certaine longueur d'onde. Et par rapport à ça, si on fait l'absorption, il y a moins de lumière qui arrive à mes yeux. Donc, le plus foncé, je veux voir. C'est très important parce qu'on voit une liaison entre la première recherche qu'on a faite en 2015 et la recherche qu'on fait à ce moment. On veut continuer pour des autres niveaux d'âge, les adolescents, les adultes, pour qu'on puisse tout à fait construire une analyse génétique de ces notions de couleur, d'absorption, les concepts qui sont liés au champ conceptuel des couleurs. Donc, on est en train de faire la recherche, mais ces résultats qu'on a déjà eus, c'est pour nous une indication très forte d'une continuité de la construction de ces concepts. Et on veut, dans de plus brefs délais, de commencer, de pouvoir montrer des autres résultats de nouvelles recherches dans ce thème. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je ne sais pas si j'ai dépassé les temps, mais je crois que c'est tout va bien. C'est parfait. D'accord, je vous remercie beaucoup et je reste à votre disposition pour qu'on puisse discuter. Merci beaucoup. Donc, un énorme merci, Gabrielle, et aussi à nos deux autres présentatrices. Le mot que j'ai utilisé jusqu'à maintenant est souvent fascinant, le mot fascinant, donc je vais pouvoir l'utiliser de nouveau. En fait, l'idée de voir les conceptions des jeunes autour de la lumière comme le début d'une construction du concept, par exemple, d'absorption, c'est fort intéressant. Et le fait d'attribuer des capacités, soit aux faisceaux de lumière, soit aux objets qui cachent, et ainsi de suite, c'est aussi fort intéressant.
Je vais ouvrir la période de questions pour, je vois que Andressa n'est toujours pas avec nous, hein, Gabriel? Malheureusement. Malheureusement, d'accord. Très bien. Donc, je peux laisser l'adresse email. Oui, d'accord. Donc, Gabriel va mettre... Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer. Je suis certain qu'elle sera ravie de pouvoir discuter avec vous. Très bien. Et Gabriel, je vois un premier commentaire ou un peu une question pour toi. Donc, Léo nous dit dans le chat, expliquer la différence entre pigments, ça a bougé, je m'excuse, entre pigments, photons et leurs interactions, ça paraît compliqué. Est-ce que tu aimerais réagir par rapport à cette affirmation-là? OK. Je crois que ça dépasse l'objectif même du colloque, parce que je crois que c'est une question pertinente en physique. Je ne sais pas, je m'excuse si Léo Ranchin, s'il est d'accord, je peux laisser mon email, on peut partager après, parce que je crois que, à mon avis, si vous êtes tous d'accord, on pourrait laisser le temps pour discuter les choses concernées à la théorie de choc conceptuel. Mais en bref mot, les pigments, ils travaillent avec la logique d'absorption. Le plus on met de pigments, le plus d'absorption de lumière on a. Quand elle dit de photons, par exemple, c'est la lumière elle-même, la couleur lumière, elle travaille avec la logique qu'on ajoute. On ajoute des choses. Quand on met une lumière rouge, une lumière verte au même temps, les deux lumières s'ajoutent et donnent des autres couleurs. Mais ce n'est pas l'absorption. On utilise par exemple la réflexion, etc. Mais je crois qu'on peut discuter plus profondément après s'il est d'accord. D'accord? Très bien, merci. Je vois des commentaires aussi dans le chat, mais est-ce qu'on a des... Ah, je les vois ici. Nadja nous dit le schéma du concept avec la bipolarité subjective culturelle doit être sujet d'une discussion. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous aimerait intervenir à ce sujet-là? Mm-hmm. Elle a dit qu'elle doit s'absenter pour entrer dans la quatrième table ronde. Je suis sûr, ce schéma, il s'agit d'une unité d'analyse. On a commencé à essayer quelles sont les limites, quelles sont les applications. Et je voudrais vous présenter juste pour donner un sujet de discussion. Je crois qu'on aura beaucoup d'autres opportunités pour discuter avec Nadia est là. Mais je suis sûr parce que il y a beaucoup de gens. Excusez-moi, Gabriel, je dois partir dans 5 minutes pour un rendez-vous médical, mais je trouvais génial ce schéma et je crois qu'il est très riche. Il mériterait vraiment qu'on reprenne un autre moment. Hein, donc, mais je suis encore là, mais je vais m'éclipser parce que dans 5 minutes, je dois partir. Mais je reviendrai pour les autres tables rondes. Oui, on aura beaucoup de temps pour discuter. Je crois que quand on met en évidence ce type d'unité d'analyse, c'est juste pour que des autres regards puissent m'aider à développer. Et donc, c'est la raison par laquelle je voudrais présenter dans cette table ronde. Merci, Nadja. Merci, Nadja. Je pourrais prendre des questions pour Viridiana ou pour Gabriel. Donc, vous pouvez soit les inscrire dans le chat, soit lever votre main réelle ou virtuelle. Je vois que Maria-Rita, tu viens d'ouvrir ton micro. Je pense que tu veux intervenir. Ah, ben je sais que Nadja est sur le point de partir, donc je vais donner la parole à Nadja et par la suite à Maria-Rita si tu veux prendre la parole. Nadja, je vous écoute. Il va falloir allumer votre micro, par contre, je ne vous entends pas. Excusez-moi, c'était une erreur parce que je voulais baisser la main et je finis par... excusez-moi. Il n'y a pas de problème.
Est-ce que Maria-Rita, tu voulais prendre la parole? Ah oui, non, j'avais pensé que Gabriel, bon, je trouve très intéressant toute la recherche que vous faites et le schéma aussi. Et sur les dessins que tu as mis pour analyser l'idée des schèmes et des concepts. Mais j'ai resté à penser dans les problèmes de la vision humaine, que c'est les problèmes de couleur, c'est un problème très, très compliqué parce que ce n'est pas seulement les problèmes de la physique. Tu peux faire des mesures de la longueur des ondes quand tu mets la couleur rouge et la couleur verte, et tu sais qu'il y a des problèmes dessus. Il y a des choses qui tiennent. Et je trouve très intéressant que les enfants, ils ne pensent pas à eux, non? C'est ça? Si j'ai bien compris? Ils pensent seulement à la couleur, au crayon ou à la source de la lumière, mais pas à eux. C'est une chose étonnante parce que cette idée de piagétienne, je ne me souviens pas les mots, d'être centré sur les sujets. Oui, c'est l'égocentrisme. Il ne la trouve pas ici, il ne pense pas à eux, il pense au réel, au monde extérieur, non? Oui. Oui, les élèves pensent... Merci, je trouve très, très belle cette recherche. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. J'ajoute que les enfants pensent que les couleurs sont une propriété des objets. C'est comme les couleurs, ils restent dans l'objet. L'objet est vert. Point final. Ce n'est pas une interaction entre la lumière, etc. C'est très fort chez les enfants. Mais je voudrais parler aussi que on est en train de conduire une recherche en parallèle. C'était un élève, un ancien élève, pour l'enseignement des couleurs aux aveugles. On est inspiré par un professeur de São Paulo qui s'appelle Éder Camargo. Il est un professeur de physique, il est aveugle, chercheur dans le domaine d'enseignement de physique, de didactique de la physique. C'est super le travail qu'il fait. Donc, on est en train de faire de recherche aussi pour la construction du concept, de la notion de couleur chez les aveugles, mais nous n'avons pas encore beaucoup de données pour qu'on puisse organiser dans un tableau plus profond. Mais il s'agit, Maria-Rita, d'une autre préoccupation d'ajouter les caractéristiques plus, comment je peux dire, biologiques pour la construction de la couleur aussi. Et tu as aussi, il y a sur les ombres, sur les problèmes des ombres, et tu as aussi tous les travaux de Costas Ravanis, qu'il a travaillé avec Annick Veil-Varel, Deschamps, et en France. Et il est grec, non? Et il a beaucoup de travaux parce qu'il travaille avec les enfants. Les enfants de 3 ans, 4 ans. C'est ça, c'est magnifique, non? Merci. Donc, j'aurais 2 questions. Donc, j'en ai pas dans le chat, mais j'ai des gens qui ont levé la main. Donc, je donnerai la parole à Georges, s'il vous plaît. Georges, on vous écoute. Alors, merci Gabriel de ta présentation. À mon avis, elle était très intéressante parce qu'elle récupère ce qui est, à mon avis, un aspect de l'héritage piagétien chez Vergniaud qui est centré sur le développement des explications causales, le développement de la pensée. Alors, je voudrais t'inviter, te provoquer un peu à réfléchir sur le potentiel pédagogique des situations comme la tienne qui vont un peu au-delà de l'aspect du contenu spécifique, des concepts spécifiques vers l'éducation de la pensée elle-même.
on vit au Brésil, à ce moment-là, un problème qui n'est pas restreint au Brésil, qui est ce que j'appelle, j'ai écrit un truc il y a quelques temps sur ce que j'appelle la chloroquinisation de la pensée. Hein. C'est une maladie de la pensée chez les gens, cette chloroquinisation de la pensée, même chez les adultes. Hein. Alors, peut-être qu'on pourrait aider les enfants à éduquer leurs pensées au-delà du schéma de conceptualisation vers ceci, vers cette autre chose-là. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriel? À mon avis, c'est génial. Je crois que Gérard Vergniaud disait tout à l'heure que il faut tout à fait provoquer les élèves et ils sont très bons pour produire des hypothèses, pour tester, pour discuter. Donc, je crois que c'est à l'école, dans l'enseignement des sciences de la nature, des sciences et de la technologie aussi, je crois, mais je dis plus sur les sciences, sur la physique, biologie, chimie. Il faut tout à fait construire dans la salle de cours, dans les salles de cours, une ambiance pour la discussion, pour le partage de savoir. Et donc, c'est plus important, à mon avis, qu'enseigner que notre planète est le troisième dans le système solaire, des choses qu'on sait par cœur. Je crois que je suis absolument d'accord avec toi, Georges, sur les besoins de travailler avec les élèves, sa capacité de produire et de tester hypothèses, de penser, l'éducation de la pensée, à mon avis, c'est quelque chose de plus important pour l'avenir, surtout de notre société au Brésil. Les gens qui pensent ne veulent pas savoir des mythes. Voilà, merci. Donc, je vais passer la parole à Jeanne. Jeanne, on vous écoute. Merci. Merci déjà pour cette présentation tout à fait claire, très intéressante. Je vais reprendre, si tu veux bien, Gabriel, une question qui était inscrite aussi dans le cœur de ton résumé. Est-ce que vous avez dans votre groupe de recherche d'autres éléments dans votre groupe? Est-ce que vous avez fait d'autres recherches que celles que tu nous as présentées aujourd'hui pour pouvoir démontrer que les invariants opératoires font la liaison entre la théorie de l'équilibration de Jean Piaget et celle dont tu parles de concept de zone de proche développement de Vygotsky. Et je voudrais savoir si cette idée tout à fait intéressante, si c'est une nouveauté que vous avez inscrite dans la recherche que tu nous as présentée aujourd'hui, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que cette recherche va s'inscrire dans d'autres cadres théoriques futurs, cette liaison donc entre équilibration et concept de proche développement? Est-ce que c'est une nouveauté qui a été inscrite dans ce que tu as présenté aujourd'hui ou il y en a eu d'autres? Merci. Merci de ta question, Jeanne. Je fais 2 présentations pour aujourd'hui. Jusqu'à hier, je ne savais pas quelle est la présentation que je vais faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je travaille il y a beaucoup de temps dans cette cadre théorique en essayant de faire l'approximation entre l'épistémologie génétique, ça veut dire la théorie, en particulier la théorie de l'équilibration de Jean Piaget et la zone de proche développement de Vygotsky par rapport à l'étude des invariantes opératoires. Mais j'ai déjà mené quelques recherches théoriques, j'ai déjà fait beaucoup d'essais théoriques et je suis maintenant en train de relire les données de recherche que j'ai déjà fait sur la construction de la notion des concepts de chaleur et température, sur la construction de la notion de temps relatif
dans la transition entre la théorie classique de Newton, la mécanique classique de Newton et la théorie de la relativité, et aussi les recherches dans le domaine des couleurs, mais aussi dans les autres recherches que je coordonne ici, soit dans les arts avec André Sarr, soit dans la sociologie avec un élève, soit dans le domaine de l'évaluation des apprentissages. Donc, je crois qu'à ce moment, je n'ai pas encore une théorie fermée pour donner des bons exemples, mais je crois que d'ici quelques mois, je vais réussir de présenter ce résultat. C'est la raison par laquelle je ne veux pas présenter ici encore une construction théorique qui je dois réfléchir un petit peu plus, mais je crois que ça sera un article très important pour le carrefour d'éducation que toi et Nadja coordonnent. Ben, merci beaucoup. Et puis, oui, je pense que c'est une question d'avenir aussi. On pourrait avancer ces chemins dans les discussions et dans les recherches à mener ultérieurement. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'aurais une question pour Viridiana. Vers la fin de votre présentation, en fait, à la toute dernière diapositive, vous terminiez en disant qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire et que vous avez j'entends qu'il y a tout un programme de recherche qui est pensé pour le futur et j'étais curieuse d'en savoir plus à ce sujet-là. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de vos projets d'avenir qui s'en viennent au cours des prochains mois et des prochaines années, Viridiana, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. J'aimerais que Viridiana, je m'excuse, Gabriel, je prendrai un petit 2 minutes de plus pour que Viridiana puisse répondre à ma question et je vais ensuite prendre la pause. Oui, Viridiana, je vous écoute. D'accord. Voilà. Merci, Audrey, pour la question. Oui, notre groupe de recherche, il y a environ 30 participants. Sont étudiants de master, doctorat, pós-doctorat et 3 chercheuses, moi, Clélia et Rosinalda. Les recherches de master et doctorat sont coordonnées pour nous 3. Toutes les recherches sont développées au sujet de la fonction affine. Il y a on considère la classification des situations problèmes mixtes associées à la fonction affine, qui parfois c'est très simple de classer, comme l'exemple que je vous porte à ma présentation. C'est un problème mixte de l'école élémentaire. Et il y a des idées de fonctions, sont idées de fonctions affines associées au problème. On peut proportionner aux élèves s'approprier de ces idées. Mais il y a des problèmes mixtes très, très complexes. Quand on regarde les manuels de ensino médio do lycée, mais aussi des cours de mathématiques. Au 3e enseignement supérieur, on dit ensino supérieur au Brésil, il y a des problèmes très complexes. Et on essaie de faire, on cherche de faire des classifications de ces problèmes. Parce qu'on considère très important la variabilité de ces situations de problèmes mixtes associés à fonctions affines.
para que os élèves possam compreender. Alors, on a des recherches qui essaient de classer les situations de problèmes mixtes. Il y a des recherches qui organisent des problèmes, proposent des problèmes pour les élèves de différents niveaux d'enseignement, au lycée, au 3e, au 4e aussi, hein, pour résoudre ces problèmes pour qu'on puisse analyser des schèmes et des invariants opératoires. Il y a des étudiants de doctorat qui sont en train de faire de l'ingénierie didactique en considérant des problèmes mixtes associés à représentation graphique, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de complexité aux problèmes mixtes. Hein? Par exemple, la représentation algébrique, la représentation graphique. Alors, malgré un classé des problèmes mixtes, la situation problème, hein, en langage naturel, on analyse la relation existante en chaque problème mixte, mais aussi quand on parle de fonctions affines au lycée, par exemple, au collège, il y a des autres représentations très complexes, comme la graphique, la algébrique, les tableaux, enfin, on analyse tout ça. Alors, sont plusieurs des recherches en train de développer, hein, au parcours des prochaines années. Donc, j'entends que vous en avez pour toute une équipe et une carrière complète. Donc, on va vous suivre de proche puisque vos travaux sont fort intéressants. Une trentaine de personnes, dont 3 chercheuses et plein d'étudiants et d'étudiantes. Donc, on va vous suivre avec grand intérêt au cours des prochaines années. Je vous remercie, Veridiana. Donc, je remercie nos 3 présentateurs et présentatrices. Donc, Andressa Carvalho, Veridiana Rezende et Gabrielle Carvalho. Gabrielle, j'ai vu que tu avais mis dans le chat le lien Zoom pour la prochaine présentation, pour la prochaine activité. Je pense, Gabrielle, que ce serait l'heure d'aller à la pause. Est-ce que c'est ça qu'on est rendu? 10 minutes. 10 minutes, on arrête. J'ai déjà mis le lien sur le chat. On arrête alors ici, on reprend avec le nouveau adresse. Donc, c'est ça. On peut terminer cette séance. Il y a des gens que demandent, je crois que c'est Marilena Bittard nous a demandé si les vidéos des séances seront disponibilisées. Je dis oui. Je vais faire les présentations sur YouTube. Je vais partager les adresses avec tous les participants en utilisant les emails qui sont utilisés pour faire l'enregistrement. D'accord? Merci à tous et à toutes. On se revoit dans l'autre séance. Au revoir.